bonjour, hello tout le monde, on vous entend. Super. Alors, voyons. Nickel. Belle gosse, franchement. Ah oui, mais c'est Delphine, ça. Non, mais Delphine, tu me fais des... Je dis, c'est qui écrit ça? Ça peut être que Delphine. Bienvenue de la part de Karima. Génial. Super. Bon, ben écoutez, il est 13h02. On va attendre encore 3 minutes avant de commencer. Karima, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de... Bah non, je suis prête. Hein. Si tu prête veux à répondre à toutes les questions. Si tu veux échauffer ta voix, Karima, c'est le moment. Ça va. Voilà. Admettre tous. Voilà. Mais, Marianne qui vient d'arriver. Normalement, l'échange devrait durer, on a prévu 30 minutes maximum, mais ensuite, c'est à vous. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes chez vous, vous allumez le micro, la caméra et vous interrogez, vous posez vos questions directement à Karima, admettre. On a 2 qui viennent d'arriver aussi. Hop, hop. Donc là, on est à 33. Ok, super. Bon, ben écoutez, on va commencer sans attendre. D'abord, Karima, je tiens à te remercier vraiment d'avoir accepté l'invitation. Je précise quand même que c'est volontaire, c'est une démarche volontaire de ta part. Donc, tu t'es proposé pour participer et ça, vraiment, je te suis reconnaissante. Et merci au nom de tous les PhD qui sont là aujourd'hui, que je remercie aussi d'être présents. Je vais commencer, Karima, par te présenter rapidement. Donc, Karima, tu as 33 ans, donc tu habites Paris, tu as 2 enfants. Tu as soutenu ta thèse de biologie en 2011, Karima, et ensuite, tu as eu cette fameuse période de transition où tu as fait un premier postdoc, mais on détaillera ça plus en détail tout à l'heure. Et donc, ta thèse de biologie en 2011, et aujourd'hui, tu es manager de MSL. Absolument. En oncologie. Voilà. Oui. Donc, avant de commencer, Karima, ce qui serait super, c'est que tu me parles un petit peu de ta thèse. Donc, à savoir comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu. Et la dernière question, de savoir, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire après ta thèse? Alors, j'ai fait ma thèse dans un laboratoire de recherche INSERM qui était à l'hôpital Saint-Antoine, donc à Paris. Pardon. Et donc, je n'ai pas eu la chance d'avoir une bourse ministérielle. Et donc, pourtant, j'avais passé le concours pour un autre labo qui n'était pas du tout à Saint-Antoine. Ça n'avait pas marché. Ce n'était pas du tout en onco, mais c'était un peu c'est sans espoir, en fait. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'avais fait mon master dans ce bâtiment de recherche à l'hôpital Saint-Antoine, dans une autre équipe, en onco toujours. Et puis, il n'y avait pas de possibilité de continuer en thèse. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée à chercher un autre labo pour m'accueillir pour ma thèse, mais ce n'était pas en onco. Donc, forcément, quand on n'est pas motivé, ça finit par se ressentir quand on passe des concours. Et donc, c'est comme ça que ça n'a pas marché. Et puis, finalement, ce n'était pas plus mal parce que ce n'est pas ce dont j'avais envie au fond de moi. Et donc, je suis allée taper à la porte des autres laboratoires qui étaient dans le même immeuble bâtiment de recherche. Et donc, j'ai tapé à la porte d'une personne qui est Annette Larsen et qui fait beaucoup de développement préclinique pour le compte de l'industrie pharmaceutique. Et donc, je savais que ce laboratoire-là fonctionnait sur la base de financement privé venant d'industrie pharma. Et donc, voilà, je me suis présentée à elle, présenté mon parcours et j'ai expliqué que je recherchais un laboratoire de thèse pour continuer à travailler sur l'oncologie puisque c'était mon leitmotiv. Et donc, c'est comme ça que, du coup, elle a cherché un financement pour moi et donc, elle m'a accueillie dans son laboratoire et j'ai travaillé pendant 4 belles années grâce à un financement de Boehringer, donc le laboratoire Boehringer, pour développer au niveau préclinique 2 molécules de ce laboratoire-là. Mais ce n'était pas l'objet de ma thèse. Moi, j'avais un sujet de thèse en parallèle de ce développement préclinique que je faisais pour le compte du laboratoire. Et le sujet de ma thèse était de comprendre les mécanismes de résistance de cancers colorectaux aux composés de chimiothérapie. Voilà. Très bien. Et du coup, ta thèse s'est plutôt bien passée. Il y avait une bonne entente, une bonne ambiance. Ma thèse s'est bien passée. C'était dur parce que j'avais mon sujet de thèse et j'avais aussi tout le développement préclinique pour le compte de Boehringer qui me finançait ma thèse. Donc, c'était hyper intense. On travaillait week-end compris parce qu'on avait beaucoup d'études in vivo. Donc, les petites souris, elles ne prennent pas leur chimiothérapie toutes seules. Il faut aller leur injecter ou les gaver. Donc, c'était 4 années très, très, très intenses, week-end compris. Alors, pas tous les week-ends, bien sûr, mais c'était au moins un week-end sur 2.
Donc, c'était très, très intense, mais très formateur. Et puis, plus on avance dans ces années de thèse, plus on s'intéresse aussi à notre avenir et plus on se rend compte que finalement, les débouchés dans le parcours académique, entre guillemets, c'est compliqué. Il n'y a pas tant de places que ça. Quand il y a des places, elles sont souvent fléchées pour certaines personnes. Et puis, j'avais aussi cette particularité dans le laboratoire de thèse de travailler, du coup, en recherche translationnelle. Et comme on était à l'hôpital Saint-Antoine et que le laboratoire était co-dirigé par professeur de Gramont, qui était le chef de service de l'oncologie médicale, on avait aussi l'opportunité de finalement comparer nos résultats qu'on voyait sur les souris avec lui, ce qu'il pouvait expérimenter avec ces mêmes molécules sur ses patients dans le cadre d'essais cliniques. Et quand je me suis retrouvée dans la salle de staff avec le professeur de Gramont et tous les cliniciens, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Il faut vraiment que je me rapproche des patients. Donc, n'étant pas médecin de formation, je vais tout faire pour y arriver et je ne vais pas rester aussi loin des patients en restant à la paillasse. Parce qu'effectivement, on est tous motivés en se disant qu'on va contribuer, on va apporter sa pierre à l'édifice pour sauver des vies. Mais en restant à la paillasse, finalement, j'étais trop loin. En tout cas, ça ne me satisfaisait pas. Et c'est vraiment cette immersion dans la clinique avec le professeur de Gramont qui m'a vraiment motivée à me rapprocher du patient. Okay. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais tout faire après ma thèse pour m'orienter vers cette voie-là, en n'étant pas médecin, en fait. Très bien. Donc, une thèse qui a été intense, qui a duré 4 ans, mais tu as pu avoir cette relation avec Boehringer notamment. Tu as vu un petit peu comment ça fonctionnait les staffs en hôpital. Et donc, ça ne t'a pas empêché quand même de faire un postdoc après, non, Karima? Alors oui, parce que en fait, j'étais financée par Boehringer pour ma thèse, mais le laboratoire avait beaucoup d'autres partenariats avec d'autres industriels, et notamment le laboratoire Roche, sur lequel, du coup, j'avais commencé aussi à travailler un petit peu en fin de thèse. Et du coup, j'ai continué en postdoc dans le même laboratoire pour justement finaliser un de ces projets qu'on avait avec Roche et terminer le travail que j'avais initié avec Boehringer, en fait. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert l'environnement Roche et les interlocuteurs de Roche dans le cadre de la gestion de partenariats scientifiques, en fait, entre les labos académiques et l'industrie. D'accord. Donc, du coup, tu savais que tu ne voulais plus rester dans l'académique à ce moment-là. Tu as fait ton postdoc au sein de l'industrie pharmaceutique. Et donc, tu savais, mais tu ne savais pas quel métier exactement. Et je sais qu'à un moment donné, c'est suite à une conversation, je crois, avec une doctorante que tu as découvert le métier de MSL. Absolument, en fait, bien évidemment, je n'étais pas la seule doctorante. Dans le labo, on était plusieurs. C'est vrai que l'une d'entre elles était aussi convaincue de ne pas vouloir rester dans la recherche académique. Et donc, elle avait commencé à s'intéresser, elle avait fait une enquête approfondie sur l'avenir des PhD en France, quelles étaient les voies possibles. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était en 2011, commençait justement à apparaître au sein de l'industrie pharmaceutique des profils type doctorant sur des fonctions ARC, mais aussi sur des fonctions qu'on appelle MSL ou médecins régionaux ou référents médicaux régionaux ou attachés scientifiques régionaux. Enfin, il y a plein d'acronymes. Et donc, en creusant un petit peu, elle m'a dit, mais c'est top, regarde, on a aussi cette possibilité, en fait, dans l'industrie pharma. Et du coup, c'est vrai que ça m'a interpellée. Et je me suis dit, écoute, si c'est un moyen possible pour nous d'être justement, peut-être pas au chevet des patients, mais au chevet des cliniciens qui, eux, traitent les patients, ce serait chouette. Et donc, c'est vrai que moi, pendant mon postdoc, j'ai commencé aussi à regarder et à chercher ce type de poste également. D'accord. Donc, tu avais commencé à avoir une idée que tu voulais que ce poste de MSL pouvait correspondre, toi, à tes attentes. Et donc là, tu t'es dit, il nous faut absolument une première expérience dans l'industrie pharmaceutique, en fait. Je ne suis pas arrivée à cette conclusion toute seule. Non. En fait, après mon postdoc, donc comme je vous le disais, j'ai travaillé sur un projet pour Roche et la personne qui suivait les projets justement de partenariat chez Roche, je lui ai parlé tout simplement, encore une fois, c'est moi qui suis allée vers lui, j'ai osé et ça c'est peut-être le mot-clé qu'il faudra retenir de ce webinaire, c'est qu'il faut que vous osiez tous, les uns et les autres. Parce que les gens ne vont pas venir à vous, c'est à vous de déplacer les montagnes, j'ai envie de dire, pour atteindre vos objectifs. Si vous n'osez pas, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous allez pas y arriver. Et donc, encore comme moi, j'ai osé taper à la porte de ce laboratoire de recherche pour avoir une thèse dans le domaine qui m'intéressait, j'ai aussi osé aller voir cette personne responsable des partenariats scientifiques chez Roche
Je lui ai expliqué un peu mes ambitions et ça tombait bien parce que lui, il recherchait aussi une stagiaire. Et donc, j'ai mis la première fois mon pied dans l'industrie pharmaceutique en tant qu'assistante des partenariats scientifiques pour le compte du laboratoire Roche. Voilà, et D'accord. donc je travaille avec cette personne. Alors, juste, Karima, justement, pour pouvoir faire ce stage chez Roche, si j'ai bien compris, il te fallait une convention de stage. Oui, Donc, absolument. voilà, donc c'est important de dire que justement, Absolument. comment tu l'as eu Ça cette ne s'est pas fait convention? comme ça, effectivement, oui. Oui, d'accord. Alors, on est en France. En France, pour faire un stage, il faut avoir une convention de stage. Pour avoir une convention de stage, il faut être rattaché à une université. Et quand on finit son postdoc, on n'est plus étudiant, en fait. Donc, là a commencé, pareil, une bataille pour essayer de trouver à la fois un parcours qui soit court, qui puisse me permettre de profiter de cette opportunité de stage qui s'offre à moi de 6 mois à temps plein, sans avoir 6 mois d'études, parce que les études, j'avais donné, j'ai fait mon master, j'ai fait ma thèse, j'ai fait un postdoc, j'avais plus envie de retourner sur les bancs de la fac, donc j'ai commencé à chercher un DU qui pouvait quand même être intéressant et qui pouvait s'inscrire dans la continuité de mon parcours. Et donc, il y avait un DU qui s'appelle Valorisation de la recherche et innovation, donc ça allait bien avec la situation dans laquelle j'étais, et qui proposait, je crois, un parcours avec 3 semaines de cours, et qui m'offrait bien évidemment l'opportunité de faire un stage. Et donc, je me suis inscrite à ce DU. J'ai eu ce fameux papier, ce précieux papier qui m'a ouvert les portes de l'industrie pharmaceutique en tant que stagiaire. Et c'est souvent comme ça qu'on commence dans l'industrie pharmaceutique. On commence souvent par un stage. On peut aussi commencer par un poste, mais moi, pour le coup, comme beaucoup, j'ai commencé par ce premier stage de 6 mois en tant que responsable des partenariats scientifiques en oncologie. Voilà. D'accord. Alors, je disais tout à l'heure que je n'ai pas commencé comme ça dans l'industrie pharma. J'ai osé, moi, aller de l'avant, mais j'ai fait aussi un autre pas en parallèle. C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des cabinets de chasseurs de tête qui étaient dédiés justement à recruter et à chasser des profils pour des postes de MSL. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y a un cabinet qui s'appelle Altiga Pharma qui proposait beaucoup d'offres de MSL. Et donc, je les ai un peu harcelés. Un peu, c'était un euphémisme. Je les ai beaucoup sollicités en expliquant mon parcours et mon envie de passer finalement de l'autre côté pharma, sur un poste de MSL en particulier. Et puis, comme classiquement, comme je ne postulais pas non plus à un poste, je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'ai relancé, je ne sais pas combien de fois. Et puis après, il faut y aller au culot, encore une fois. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le numéro de ce cabinet de recrutement. J'ai eu le barrage de l'assistante. Je lui ai expliqué gentiment que j'avais absolument besoin d'avoir un entretien avec la responsable des recrutements, justement, la chasseuse de tête en question. Qui s'appelle Valérie Charlon, qui est quelqu'un de très, très bien. Et donc, à force d'insister et à force de persévérer, j'ai réussi à décrocher ce fameux entretien téléphonique. Donc, je lui ai un peu expliqué que j'avais cette ambition d'aller vers des postes de MSL et que j'avais besoin de conseils, en fait, tout simplement pour qu'elle puisse m'orienter sur comment finalement orienter mon parcours le mieux possible, le plus efficacement possible pour arriver à mon objectif. Et donc, elle m'a accordé un entretien et elle m'a dit, au vu de votre parcours aujourd'hui, il vous manque deux cases à cocher. Je vais arriver. La première, c'est que vous ne connaissez pas du tout l'environnement de l'industrie pharmaceutique. Donc, ça, c'était avant que je commence mon stage chez Roche. Oui. Et la deuxième case à cocher, c'est l'expérience en recherche clinique que vous n'avez pas. Donc, oui, vous avez eu beaucoup d'expérience en recherche translationnelle. Vous avez fait des immersions dans un service de recherche clinique, mais ça ne suffit pas. Et donc, je lui dis, très bien. Donc, aujourd'hui, je ne sais plus, on était en fin 2012 ou… Oui, c'était fin 2012, juste avant que je commence mon stage. 2013, on se revoit dans 2 ans. Je lui avais dit ça. Très bien. Super. Donc, dans 2 ans, j'aurai coché ces 2 cases. D'accord. Alors, juste pour reprendre, Karima, du coup, tu as fait ton postdoc. Ensuite, tu t'es inscrit à un DU, d'accord. Ensuite, pour avoir ce fameux sésame qui était donc qui t'a permis justement d'avoir cette première expérience chez Roche. Cette première expérience a duré 5 mois. Juste une petite précision. Donc, quand tu t'es inscrit pour ce DU, donc tu étais au chômage, tu percevais, j'imagine, une allocation. Absolument. Voilà. Par contre, quand tu étais chez Roche, tu avais une gratification, tu étais rémunéré, tu avais un salaire pendant ces 5 mois, on est d'accord? Oui. C'est une gratification de stage, mais comme on est dans le privé, dans l'industrie pharma, ce n'est pas les gratifications de stage qu'on a dans le public. D'accord. Elles sont un peu plus importantes. J'avais de mémoire 1 500 ou 1 700 euros.
D'accord, en net. tant que stagiaire. Ok. Donc, ce stage a duré 5 mois. Alors, ce que tu disais, Karima, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir interagir avec du marketing, pouvoir voir un petit peu tous les domaines. Donc, d'être curieux, je pense que là-dessus, tu as peut-être quelque chose à dire, à conseiller aux gens justement qui font ce type de stage. C'est un stage pas juste pour avoir l'expérience dans l'industrie pharma, mais il faut en Non, profiter pour développer son réseau et puis pour se faire absolument. remarquer aussi. Absolument. Donc, le hasard a voulu que dans le département que moi j'ai rejoint pour mon stage dans les partenariats scientifiques, on était logés, c'est des open space, on était logés, nos bureaux étaient vraiment au milieu de la recherche clinique. Et donc, j'étais assise à côté d'un chef de projet de recherche clinique, il y avait des arcs autour, voilà, et je les entendais toute la journée parler d'essais cliniques, d'effets indésirables, de déclarations de SAE, de protocoles à rédiger, de phase 2, de phase 1, de phase 1-2, de phase 3A, 3B, bref. Je baignais dans le jargon de la recherche clinique. J'entendais aussi beaucoup parler de sélection de patients, de déviation au protocole, bref, ça m'a interpellée. Donc, oui, effectivement, ce que tu dis est très vrai. Il faut être curieux, il faut être ouvert, il faut aller vers les autres, il faut s'intéresser aux autres et à leur métier. Et donc, ce chef de projet-là, comme il était assis à côté de moi, j'ai pu beaucoup, beaucoup échanger avec lui. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je dois faire. Et puis, de toute façon, c'était le conseil de Valérie Charlon. Il fallait absolument que je me forme à la recherche clinique et que j'ai une expérience de recherche clinique. Et donc, en fait, ça a été vraiment un déclic, en fait, pendant mon stage, parce que finalement, la gestion des partenariats scientifiques, on ne sort pas de l'académique, parce que ce sont des partenariats avec des laboratoires académiques, justement. Donc, on ne sort pas de ça. Pardon, il y a ma fille qui arrive. Pas de souci. Coucou, bisous à ta petite fille, Karima. Justement, pour rebondir, Karima, je crois qu'à ce moment-là où tu faisais ce stage-là, tu étais enceinte, non? De ton Absolument, premier. oui. Ça, c'est pas un détail, parce que en plus d'être enceinte, tu bossais beaucoup. Donc, tu t'es fait quand même remarquer à ce moment-là, Fatima. Karima, excuse-moi. Absolument. Quand j'ai commencé mon stage chez Roche, j'étais enceinte déjà de 4 mois. Donc, finalement, j'ai fait 5 mois et le 6 parce qu'il a fallu que le bébé sorte à un moment. Et oui. Ça n'a pas du tout été ni une contrainte, ni un frein. Il ne faut pas s'arrêter à ça. On a une vie et une carrière professionnelle, mais on a aussi une vie personnelle. Et il ne faut pas que l'un freine l'autre. Il faut juste beaucoup s'organiser et anticiper les choses, mais ce n'est pas incompatible, quoi. Très bien. Donc, du coup, tu as fini ce stage chez Roche, qui t'a permis justement de découvrir un petit peu, travailler avec des arts, découvrir le métier de la recherche clinique, interagir avec des gens, peut-être avoir un premier réseau aussi, qui est intéressant pour toi. Complètement. Et ensuite, tu as accouché, tu es partie en congé maternité pendant 3 mois, et là, plein de questions. C'était un moment assez particulier, j'imagine, de ta période de transition. Tu peux nous en parler? En fait, forcément, on se retrouve à la maison avec un enfant, on regarde dans le rétroviseur, on se dit, voilà tout ce que j'ai fait. Je sais où je veux aller. J'ai eu des conseils précieux sur comment orienter ma carrière. J'ai eu une première expérience dans l'industrie pharmaceutique parce que c'est un environnement qui est très, très différent du monde de la recherche académique. C'est vraiment très, très, très différent. Donc, on ne peut pas avoir la prétention de connaître ce milieu tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Et puis, ça m'a aussi convaincue que ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vraiment aller au chevet des cliniciens. Et donc, il fallait absolument que je coche cette première case de recherche clinique. Et donc, j'ai profité de mon congé maternité pour m'atteler à chercher une formation, comparer les formations et choisir celle qui me conviendrait le mieux par rapport à là où j'habitais et par rapport aussi au planning horaire qui était proposé. Et la durée, surtout, je n'avais pas envie de... Moi, en tout cas, personnellement, je n'étais pas prête et je n'avais plus envie d'investir 1 an de ma vie. Il fallait que ça aille vite, en fait. J'avais déjà, 11 ans, plus 12 ans d'études derrière moi. C'était largement suffisant. Maintenant, il fallait que ça aille vite. Et donc, moi, j'ai opté pour une formation avec Clinact, qui était une formation de 3 mois, avec en parallèle un stage. Et donc, pendant mon congé maternité, je me suis inscrite à cette formation et au vu de mon profil, ils m'ont pris parce que c'est à la fois un institut de formation, à la fois une CRO. Ils font aussi du outsourcing, donc ils recrutent des gens pour le compte de laboratoire. Et au vu de mon profil, ils m'ont pris en parallèle en tant que stagiaire. Donc, j'étais stagiaire le matin, de 9h à 13h, et de 13h30 à 18h30, 19h, j'étais en formation chez eux. Voilà. Super. Petite précision, Karima, je recule un peu en arrière. Donc, du coup, tu bouillonnais dans ta tête.
Ok. Donc, tu as accouché, tu voyais dans le rétro toutes les années que tu avais fait, donc tu avais vite envie de rentrer dans une expérience professionnelle. Tu as trouvé cette formation d'attaché de recherche clinique. Tu t'es pas tout de suite inscrit en te disant je le fais de suite. C'est-à-dire que tu as quand même pas mal cogité. Attaché de recherche clinique, je le fais pas. Normalement, pour des profils comme moi qui ont fait tant d'études, ça n'a pas été facile. Et je pense même que tu as discuté avec ton environnement, avec ta famille. Absolument. Et ça, c'est quand même. Alors, est-ce que tu peux me le dire? Est-ce que ça t'a fait perdre du temps, justement, toutes ces questions à te poser? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que. Etc. Perdre du temps, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était nécessaire d'avoir cette réflexion, avancer, pousser, pour être sûr du choix qu'on fait. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup challengée par mon environnement de la recherche fondamentale, hein, en me disant, mais tu n'as pas fait une thèse et un postdoc pour devenir ARC. ARC, c'est ouvert à des bacs +2. Qu'est-ce que tu vas faire là? C'est pas ta place. Mais quel gâchis. Et en fait, il faut aller au-delà de tout ça. Et il ne faut pas perdre de vue son objectif. Et ça, c'est le deuxième message clé, je pense. Ne perdez jamais de vue votre objectif. Peu importe, tous les chemins mènent à Rome. Que vous y alliez en 1 an, en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans, l'objectif, c'est d'atteindre votre but, le but que vous étiez fixé. Et donc, j'ai essayé de surmonter tous ces a priori, tout ce que j'entendais autour de moi. Et j'ai foncé. Finalement, j'ai pris la décision d'y aller. Parce que j'avais aussi tout le temps les conseils de Valérie Charlon qui résonnaient dans ma tête en me disant qu'il fallait absolument que je coche ces 2 cases-là, de l'expérience de l'industrie pharma et surtout de la connaissance et de l'expérience en recherche clinique. Et à ce moment-là, j'avais coché qu'une seule des 2 cases finalement. Et donc, j'ai foncé. Super. Donc, voilà, génial. Donc, ça veut dire que tu avais tes 2 objectifs. Tu avais déjà cette première expérience dans l'industrie pharma. Et il te fallait cocher l'expérience de la recherche clinique. Donc, tu as fait une acte, tu t'es inscrit pour faire cette formation. Tu as eu l'opportunité, comme tu disais, de faire le matin ou l'après-midi. Enfin, tu faisais moitié formation, moitié stage le matin. Donc, c'était quand même génial pour toi. Et après, suite à ça, il a fallu trouver un premier job pour justifier de cette expérience de recherche clinique. Et donc, tu as eu cette opportunité dans une start-up ou je ne me trompe pas? C'est ça. En fait, je pense qu'un peu comme dans tous les instituts de formation, hein, ils ont un vivier d'entreprises avec lesquelles ils travaillent et dans lequel ils essayent de placer leurs étudiants ou les personnes qui s'inscrivent à leur formation pour justement décrocher un stage. Et c'est comme ça que j'ai candidaté. Donc, en interne, on a eu l'offre de Theravectis, qui est une spin-off de l'Institut Pasteur, qui développait ses propres vaccins. Donc, il y avait un premier essai en cours sur le VIH et un deuxième en préparation sur la leucémie viro-induite. Et du coup, de ma promotion Clinact formation, on était 3, je crois, 3 ou 4 à avoir postulé. Et c'est moi qui ai eu le poste. Et donc, je n'ai même pas eu de phase de transition. J'ai fait ma formation et j'ai jumpé directement sur un poste. Alors, c'était ARC coordonnateur parce que au début, c'était ARC et puis ça s'est très vite transformé en ARC coordinateur parce que, comme dans toute startup, on n'a pas un poste. Hein, on a souvent 3-4 postes pour une personne. On touche un peu à tout et c'est super parce que c'est hyper formateur. Donc, on travaille beaucoup, certes, mais on grandit très, très vite. Et donc, j'ai dû gérer le premier essai clinique qui était en cours et qui avait lieu sur toute la France et en Belgique. Il y avait 32 centres d'ouverts, c'est beaucoup quand on est seul à devoir monitorer tous ces centres-là. Et puis, on préparait un deuxième essai clinique dans la leucémie viro-induite par le virus HTLV1. C'est le côté sympa aussi, c'est qu'on a fait une faisabilité pour cet essai. Et comme il y a une niche d'une population HTLV1 positif aux Antilles, donc on a eu le privilège d'aller en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe pour faire cette faisabilité. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, c'est génial. En fait, tu avais beaucoup de responsabilités et je pense que tu avais aussi des déplacements parce que tu me dis que tu gérais la France et la Belgique aussi. Donc, au niveau familial, tu avais quand même la petite qui était petite, un petit bébé. Donc, tu devais aussi t'organiser. Ça n'a pas toujours été évident. Et il me semble que tu as dû prendre même à un moment donné une décision parce que c'était l'été, que tu n'avais pas la crèche. Qu'est-ce que tu as dû faire en fait, c'est vrai que moi, ma fille, je l'avais, même si j'étais au chômage, je l'ai mise en crèche à 2 mois et demi parce que pour moi, la recherche d'emploi et ma carrière étaient très importantes. Et je ne supportais pas c'est très, très personnel pour le coup, hein, il n'y a aucun jugement, mais moi, je ne supportais pas cette situation où vous êtes, moi, j'étais active pendant des années, et puis de se retrouver seule à la maison à donner à manger et faire dormir un bébé, ça m'a pas plu. Donc, du coup, je l'ai collée en crèche et j'assume. Hein, et puis, pour chercher efficacement un job, en fait, ou une formation et faire ça très, très sérieusement.
Et effectivement, comme je n'ai pas eu de répit et que finalement, à la fin de ma formation, j'ai fait une formation de mars à juin, si je me souviens bien, tout de suite, j'ai eu ce poste-là chez Teravectis. Je commençais le 1er juillet et que la crèche fermée, j'ai pris une décision difficile. Et donc, oui, j'ai pris l'avion, j'ai déposé ma fille chez ma mère et je suis revenue pour être en pleine possession de mes moyens et au top de ma forme et de ma disponibilité pour prendre à bras-le-corps ce nouveau défi et ce nouveau poste. Voilà, donc effectivement, tu as fait ce petit sacrifice. Alors, je précise que c'était juste une durée d'1 mois, hein. C'était pour le mois d'août. Après, tu l'as remise à la crèche. Mais n'empêche, c'était un peu difficile pour elle et pour toi. Mais bon, tu l'as fait. Et ça montre bien que parfois, quand on veut quelque chose, on y met les moyens et on fait parfois quelques sacrifices, notamment quand on a une vie de famille. Juste une petite précision, Karima, une toute petite parenthèse, quelques secondes. Tu m'as dit que tu as trouvé une place à la crèche. Tu es sur Paris. Ça n'a pas été compliqué de trouver une place à la crèche aussi rapidement? À l'époque, je n'étais pas sur Paris, j'étais dans le 94, mais aux portes de Paris. Et oui, c'était compliqué, mais j'avais la chance d'avoir mon mari qui était salarié et j'ai eu la chance d'avoir une place grâce au berceau d'entreprise. Génial. Donc ça, c'est super quand même d'avoir une place à la crèche. Je ferme la parenthèse. Donc du coup, tu as eu quand même cette expérience assez enrichissante, assez intense, où il a fallu s'organiser au niveau familial, mais tu y es arrivé. Et elle a duré, je crois, 18 mois, non? Oui, donc j'étais chez Teravectis pendant presque 2 ans, 20 mois exactement. Oui. Et oui, quand on est ARC et qu'on doit couvrir toute la France et la Belgique, puisqu'il y avait aussi des centres à Liège et à Bruxelles, oui, on doit être extrêmement organisé, beaucoup anticipé. Et c'est simple, hein, tous les dimanches, avec mon mari, on ouvrait nos agendas. Je dis, voilà, la semaine prochaine, je vais là, là, là et là. Donc, c'est toi qui gères la petite tel matin, parce que moi, à 4h30, je me lève et à 5h30, je serai sur le quai de la gare Montparnasse. Tel soir, c'est toi qui gères. Voilà, et on se répartissait les tâches et on s'envoyait des invites sur nos calendriers Outlook avec des rappels. Et oui, c'est une organisation, mais c'est la vie réelle, en fait, hein. Rien n'est facile, mais tout est possible, en fait, hein. Rien n'est impossible. Il faut juste bien s'organiser. Et la clé, c'est l'anticipation. Très bien. Bon, t'as géré, en tout cas, Karima. C'est une bonne morale que tu nous donnes. Alors, je dis pas que c'était facile, hein. Oui. Il y a des jours où c'était pas facile. Il y a des semaines où c'était très compliqué, où le matin, le lundi, j'étais à Toulouse. Le mardi, j'étais à Lyon. Après, le mercredi, il y avait une pause, mais le jeudi, je devais aller à Lille. Et puis, je passais tout mon vendredi en Belgique. Donc, il y avait des semaines qui étaient extrêmement chargées. C'était pas facile tous les jours, mais voilà, on essaie de s'organiser comme on peut. Et donc, il y a eu des fois où tu dormais pas à la maison, j'imagine, non? Bien sûr. Lundi, voilà. Donc, c'est une organisation, c'est pas toujours facile, mais tu l'as fait parce que tu avais cet objectif devant toi, en fait. Et je le rappelle, ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est une des morales, c'est garder toujours cet objectif. Quand tu as discuté avec Valérie Chalon, qu'elle t'a dit qu'il fallait qu'il fallait, tu vois, moi aussi, hein, qu'il fallait cocher les 2 cases. Cocher les 2 cases. Tu avais coché donc l'expérience dans l'industrie pharma. Et tu avais coché aussi l'expérience en recherche clinique. Du coup, au bout de ces 20 mois, tu avais coché les 2 cases. Et qu'est-ce que tu as fait après? Tu as contacté Valérie Charlon. En fait, je n'ai jamais vraiment arrêté de prospecter et de regarder. Même si j'étais en train de construire mon expérience en recherche clinique, je continuais de temps en temps. Alors, je ne saurais plus vous dire la fréquence, mais je continuais de regarder le marché de l'emploi et notamment pour des postes DMSL. Et c'est comme ça que au mois de septembre, octobre, je crois 2015, il y a eu une salve de postes de MSL pour le compte d'un laboratoire. Et il y en a eu 12 d'un coup, je crois, 12 ou 15 d'un coup, tous chez Altiga Pharma. En tout cas, c'était Valérie Charlon, la référente de ces offres-là. Et vous allez rigoler, mais j'ai postulé 12 fois. Il y avait 12 postes, j'ai postulé 12 fois oui, voilà. pour bien entériner mon envie d'en décrocher un. Donc, voilà, je ne sais pas si ça a fait son effet parce que du coup, j'ai pas eu de réponse personnalisée ou autre, hein. J'ai eu les réponses classiques. Merci d'avoir recruté. Nous allons prendre en considération et lire attentivement votre candidature et revenir vers vous si vous êtes retenu. Et puis, je m'impatientais. Donc, 1 semaine, 2 semaines, je relance les mails type automatique. Et puis, de nouveau, persévérante comme je suis, du coup, j'ai repris mon téléphone, j'ai rappelé le cabinet de recrutement, de nouveau l'assistante qui me fait barrage et qui me dit
vous avez postulé, je vois bien vos candidatures, j'ai bien reçu vos 12. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas postuler 12 fois. Je dis, mais j'imagine que s'il y a 12 offres, c'est qu'il y a 12 postes différents. Donc, si, en fait, je veux maximiser mes chances. Et donc, je l'appelais toutes les semaines, en fait, hein, cette nana. Et puis, un jour, elle en a eu marre. Elle me dit, mais il faut que vous arrêtiez de m'appeler, en fait. Hein. C'est pas comme ça que vous allez arriver. Je dis, au contraire, je suis persuadée que si. Et puis, si vous ne me donnez pas l'opportunité de parler, ne serait-ce que 5 minutes à Valérie Charlon, je vais continuer à vous harceler. Je suis désolée, mais je suis obligée, en fait. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas laisser passer 12 postes et ne pas en décrocher un. Il faut que j'en ai un. Et donc, c'est comme ça qu'un jour, je pense, je sais plus que j'ai dû trouver une explication. Je pense que j'avais regardé aussi je continuais à regarder sur d'autres sites. Hein, je ne regardais pas que sur le site de Altiga Pharma. Hein, je regardais sur plein de sites, le site du LEM, il y en a plein. Hein. Et puis, tout simplement, taper le mot-clé offre, emploi, MSL, plus en fonction de la région que vous recherchez. Moi, pour le coup, je n'étais pas fixée sur une région parce que je sais qu'on peut être MSL sur plusieurs régions tout en restant basé à Paris. Bon, ce n'est pas le cas pour le sud, mais pour l'Est, on peut très bien faire l'Est à partir de Paris, le Nord, l'Ouest. Et donc, j'avais retrouvé certaines offres où il y avait Valérie Charlon comme référente, mais sur d'autres sites. Et le descriptif, pas du poste, mais du laboratoire, n'était pas tout à fait le même. Et j'ai semé le doute dans l'esprit de l'assistant en disant, mais j'ai vu qu'il y avait une annonce, je pense qu'elle est très différente, elle est un petit peu différente de l'autre. Et du coup, je voudrais bien être sûre de ne pas passer à côté d'une 13e offre. Et du coup, comme elle était incapable de répondre, elle dit, bon, attendez, je vous la passe. Super. Et là, il ne faut pas rater le coche. Donc là, je pense que cette secrétaire, elle va se rappeler de toi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la revoir ou de la revoir. Oui, parce que là, je suis en contact avec elle quand j'ai besoin, moi, de combler, parce qu'aujourd'hui, je suis manager d'une équipe de 10 MSL. Les MSL sont aussi amenés à s'absenter pour des congés maternité ou autres. Donc, j'ai des remplacements à faire. Et c'est vrai qu'elle a dû répondre à mon besoin de remplacement momentané en CDD. Et du coup, oui, le monde est petit, mais on a toujours beaucoup de plaisir à échanger parce qu'elle a vu tout mon parcours. Elle a suivi tout mon parcours, oui. Bon, super. Comme quoi, on crée aussi de bonnes relations malgré tout. Donc, Valérie Charlon, tu nous mets le suspense, mais tu as quand même réussi à l'avoir au bout du fil. Et donc, tu as réussi à la convaincre d'avoir un entretien avec elle. Absolument, absolument. Donc, là, faut saisir l'opportunité. Et, j'ai pas arrêté, quoi. J'ai fait un monologue. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. J'ai postulé aux 12 offres d'emploi que vous aviez publiées sur votre site, mais je me rends compte qu'il y a d'autres postes publiés ailleurs. Vous êtes la référente. Je voudrais bien être sûre que je ne passe pas à côté d'autres offres. On s'est vu en 2013. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'imagine que non. Vous voyez des milliers de candidats. Mais vous m'aviez demandé, vous m'aviez conseillé de revenir après avoir acquis une expérience dans l'industrie pharma et dans la recherche clinique. Et j'ai suivi vos conseils. J'ai coché ces 2 cases. Aujourd'hui, je suis art coordinateur pour une start-up. Avant, je suis passée chez Roche, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bref, je ne l'ai pas laissé parler. Et voilà. Et aujourd'hui, grâce à vos conseils, je me sens enfin prête pour un poste de MSL. Est-ce que vous seriez prête à me recevoir pour qu'on puisse parler plus en détail de mon parcours? Et elle me dit, je vois que vous êtes motivée. Et je lui dis, et comment? Et elle me dit, quand est-ce que vous êtes disponible? Je lui dis, aujourd'hui, là, dans 1 heure, à la pause déj, je peux venir. Elle me dit, non, quand même pas. Mais oui, et du coup, c'est comme ça que dans la même semaine, j'ai eu un entretien avec elle. Et 10 jours après, donc suite à cet entretien, elle a envoyé mon CV du coup au laboratoire. Qui a retenu ma candidature, puisque les chasseurs de tête, ils font finalement une présélection pour le compte de laboratoire pharmaceutique. Hein, c'est pour ça qu'ils sont payés. Et du coup, généralement, quand le CV est présélectionné par chasseur de tête et envoyé au labo, c'est rare qu'il soit refusé. Et donc, je crois, ça c'était au mois de novembre, et le 17 décembre, j'avais un entretien. Génial. Donc en quoi tu as persévéré, tu es allé au culot, tu es arrivé à avoir cet entretien téléphonique avec Valérie Charlon. Tu as eu l'entretien avec elle, ça s'est super bien passé. Elle t'a présélectionné. Encore une fois, si tu n'avais pas été au culot, peut-être que tu n'aurais jamais eu cette opportunité. Comme quoi, il faut aller provoquer aussi les opportunités. Et donc, du coup, elle a fait remonter ton CV. Donc, après, l'étape suivante, c'est que tu as eu un entretien avec le manager, le futur manager. Ce qui est quand même dingue, il y a quand même une coïncidence dans cette histoire que tu vas nous raconter, parce que ce futur manager te connaissait à travers une ancienne expérience. Absolument. En fait, en allant à l'entretien, avant d'aller à l'entretien, j'ai eu un entretien donc, avec Valérie Charlon et elle m'avait dit au téléphone pour quel laboratoire c'était.
Donc, bien évidemment, on ne part pas à un entretien les mains dans les poches, on se prépare, on se renseigne, même si ce n'est pas avec le manager et pas avec le labo, c'est avec le chasseur de tête, il faut quand même venir préparer. Et donc, j'avais un peu fait le tour de mon réseau professionnel. Je suis allée voir un peu les gens que j'avais connus chez Roche, avec qui j'étais restée en contact, qu'ils étaient devenus. Parmi ces gens-là, ma N+2 de l'époque chez Roche était passée chez AstraZeneca. Et comme elle m'avait dit que ce poste de MSL, c'était pour AstraZeneca, je me suis dit, mais quelle coïncidence, quoi. Cette personne-là, et maintenant, chez AstraZeneca, je ne la voyais jamais quitter Roche. Et je me dis, peut-être que l'entretien sera avec elle. Et c'est comme ça que quand j'ai eu mon entretien avec Valérie Charlon, elle m'a dit, je lui ai posé la question, en fait. Je lui ai dit, est-ce que c'est pour travailler pour telle personne? Elle m'a dit, comment vous savez? Je lui ai dit, je me suis renseignée, j'ai cherché avant de venir vous voir. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je ne m'imaginais pas du tout cette personne quitter Roche. Je la voyais faire sa carrière entière chez Roche. Et elle m'a dit, oui, c'est avec elle. Et donc, je me suis dit, mais ça, c'est un signe, en fait. Voilà, et donc cette personne-là me connaît très bien. Elle m'a vue stagiaire enceinte chez Roche pendant 6 mois, enfin 5 mois. Et c'était marrant aussi de la retrouver en entretien le jour J. Ah, c'est génial parce que comme elle t'a vue, elle te connaissait. En plus, au moment où tu disais quand tu étais enceinte, tu étais hyper motivée, tu disais que tu travaillais même tard. Enfin, elle avait gardé en l'esprit une bonne image de toi, d'une bosseuse en fait, quelqu'un qui en veut. Donc cet entretien, finalement, s'est bien passé, tu as décroché les postes de MSL. Absolument. Voilà. Donc, tu as décroché le poste de MSL, on va épargner les détails. Tu as commencé donc ta première fonction de MSL. Tu as voulu tout donner, mais vraiment tout donner dès le départ. Ça, c'est Karima là, qui met la troisième avant de passer la première. Mais tu as même, je crois, eu un petit ulcère. Tu étais vraiment y aller à fond, mais parce que tu en voulais aussi, Karima. Ouais. Et justement, profiter peut-être de quelques minutes pour que tu nous parles maintenant du métier d'MSL, en quoi ça consiste brièvement, quels sont les avantages, les inconvénients du métier. Un métier qui, je rappelle, n'était pas forcément accessible aux PhD il y a encore quelques années. Ça l'est aujourd'hui et je pense que de plus en plus, c'est un métier qui intéresse les PhD. Donc, je t'écoute. On va prendre 3 minutes comme ça pour expliquer ce métier. Alors, être MSL, c'est être le référent médical et scientifique pour une région donnée pour le compte d'un laboratoire. Donc, vous allez être formé sur des molécules que le laboratoire est en train de développer et vous allez être les référents médicaux et scientifiques de ces molécules-là sur une région donnée. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'étais MSL sur la région Grand Est, donc je faisais Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté pour une molécule qui est un inhibiteur de PARP qui s'appelle olaparib pour AstraZeneca dans les cancers féminins, donc dans une indication donnée, donc l'ovaire, le sein, voilà. Et donc, j'allais à la rencontre de tous les professionnels de santé qui prennent en charge ce type de cancer, donc principalement des oncologues, pour justement les informer, délivrer de l'information, donc faire de la communication scientifique sur l'état d'avancement et les données qu'on avait au niveau préclinique et clinique, et aussi être soutien de tous les essais cliniques qui étaient en cours dans notre laboratoire pour essayer aussi de motiver les professionnels de santé, les oncologues des différents centres hospitaliers et des différents centres anticancéreux de ma région à participer à nos essais cliniques, à faire le suivi. Donc, il y a évidemment un département de recherche clinique chez AstraZeneca, mais nous, en tant qu'MSL, on est aussi soutien de la recherche clinique. Voilà, et puis quand les produits ont finalement leur AMM, notre métier ne s'arrête pas là, donc on passe le relais aux ventes, donc ce qu'on appelle les commerciaux, qui font de la promotion sur le médicament, mais notre rôle ne s'arrête pas puisque au niveau médical, on continue d'assurer le bon usage du médicament, s'assurer que les professionnels de santé l'utilisent dans la bonne indication, qu'ils ne se trompent pas, on a des indications pour certaines molécules, je vais dire, qui vont pour des patients qui sont mutés uniquement au niveau germinal. Certains professionnels de santé, soit par défaut d'information ou pour d'autres raisons, vont parfois l'indiquer sur des mutations qui sont germinales, alors ce n'est pas du tout l'indication. Donc voilà, on est aussi garant de remonter tous les effets indésirables qu'on peut nous remonter à travers nos entretiens. Donc voilà, le métier de MSL, c'est un métier de communication. C'est un métier où il faut être effectivement à l'aise sur la recherche clinique, puisqu'on promouvoit tout le développement clinique d'un médicament. On est aussi il faut être solide au niveau scientifique parce que comme on est les interlocuteurs privilégiés en région des professionnels de santé, ces professionnels de santé, au-delà de participer à nos essais cliniques, ils peuvent aussi avoir des idées de projets cliniques ou même précliniques. Et donc, il faut pouvoir, au moment où on reçoit comme ça un projet, savoir si, un, il rentre dans la stratégie de développement de notre produit et puis, deux, pouvoir challenger aussi les idées.
qui nous sont proposés en face. Donc, voilà, il faut être à l'aise scientifiquement. Il faut bien évidemment avoir une maîtrise, mais ça, on est formé pour. Hein. Quand on arrive dans un laboratoire, on n'est pas livré à nous-mêmes sur le territoire. On est formé pendant 3 ans, justement, aux produits que l'on aura entre les mains, mais aussi aux pathologies dont on va avoir la charge. Donc, moi, j'ai été formée sur le cancer de l'ovaire, sur le cancer du sang. Je n'avais pas travaillé sur ces cancers-là, moi, quand j'étais en thèse. Hein. Je travaillais sur les cancers colorectaux. Et puis, bien évidemment, sur le produit, sur tout le développement clinique et préclinique du produit, parce que quand vous allez à la rencontre de professionnels de santé, vous n'êtes pas là pour leur apprendre la clinique. Hein. La clinique, c'est eux qui la maîtrisent. Hein. Ils ont fait des années de médecine pour ça. Vous êtes là pour apporter la science du médicament, toute la science qui est derrière le médicament. Voilà, et tout le plan de développement clinique de ce médicament dont eux n'ont pas connaissance, en fait. Super. Voilà. Et en termes d'avantages, rapidement, hein, en termes d'avantages et d'inconvénients, je sais qu'il y a beaucoup de déplacements aussi quand on est MSL, et quels sont les avantages qu'on peut avoir dans ce métier, notamment? Alors, il y a beaucoup de déplacements, certes, mais on gère son temps. On n'est pas des commerciaux, donc on ne traîne pas dans les couloirs des hôpitaux pour essayer d'avoir un contact avec des médecins. Généralement, on est attendu, on prend rendez-vous, on répond. C'est un métier où on est en réactif, donc on répond à des sollicitations de médecins qui ont besoin justement d'avoir une information sur notre produit, sur nos essais cliniques ou autres. Donc, on est attendu. Ça, c'est le côté sympa du métier. On n'a pas traîné dans les couloirs et supplier finalement le médecin de nous recevoir même 5 minutes. On y va, on est attendu. Donc, qui dit rendez-vous planifié à l'avance dit organisation du temps. Donc, on peut aussi suggérer au médecin, même si c'est ses contraintes à lui qui sont les plus importantes, on essaie de prévoir des rendez-vous qui nous permettent d'avoir une organisation idéale. Donc, moi, par exemple, je proposais des rendez-vous pour les destinations les plus lointaines autour du déjeuner, soit avant, en fin de matinée, soit en début d'après-midi, pour avoir le temps de me rendre à ces destinations sans avoir à passer une nuit sur place et autres, et avoir le temps du coup d'organiser mon déplacement le matin sans rentrer aussi à pas d'heure le soir. Et puis après, il y a des moments où il y a beaucoup plus d'activités et on est obligé de faire plusieurs rendez-vous à la fois, le même jour, parfois 2 jours consécutifs sur 2 villes proches. Donc, voilà, je pouvais faire Dijon le lundi et Besançon le mardi en enchaînant plusieurs rendez-vous. Donc, encore une fois, c'est une organisation, c'est de l'anticipation et voilà. Donc, c'est aussi un métier où on est très bien payé par rapport à d'autres métiers. Moi, j'avais commencé à 59 000 € par an. Aujourd'hui, les salaires sont beaucoup plus élevés là, en 2021. Voilà, il faut compter entre 60 et 70 000 € quand on commence. Donc, c'est extrêmement bien payé quand on sort de la recherche académique. Hein. On a une voiture de fonction pour se déplacer aussi. Ça aussi, c'est un avantage en nature non négligeable. Et puis surtout, on a cette satisfaction de justement mettre à profit tout notre bagage scientifique pour le compte de médecins. Donc, moi, j'avais cette satisfaction. C'était mon but, c'était d'être... à défaut d'être au chevet des patients, c'était d'être au chevet des cliniciens. Et j'avais atteint cet objectif-là. Voilà. Super, Karima. Mais écoute, je crois que là, on a un quart d'heure pour pouvoir répondre aux questions des internautes. N'hésitez pas à allumer la caméra, c'est encore mieux si on vous voit poser vos questions à Karima. Vous voyez, elle est super sympa, Karima. Donc, allez-y. Posez vos questions dans le chat si vous n'avez vraiment pas envie d'allumer votre caméra. Donc, on vous attend. N'hésitez surtout pas. Profitez de Karima puisqu'elle est encore là jusqu'à 14h pile poil. Après, elle doit partir à une réunion. Donc, allez-y, on vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Nedra, il faut que tu allumes le micro. Je crois qu'il est. On ne t'entend pas, Nedra. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et toi? Merci beaucoup. C'était très intéressant. Ça m'a apporté beaucoup d'informations, surtout que je ne connaissais pas le poste. Donc, je vous remercie pour ce témoignage. Alors, j'ai beaucoup de questions, donc je n'arrive pas à organiser mes questions. Mais la question la plus en fait, que je me pose maintenant, que en fait, vous avez répondu en même temps, c'est effectivement on va dire, ces idées négatives sur le privé qu'on reçoit en fait dans l'académie, que vous avez fait tout ça pour revenir en art, tout ça, en fait, moi, je les reçois maintenant aussi, je suis encore en thèse. Et effectivement, comment vous avez pu
passé ça et surtout, comment vous avez eu aussi, comment dirais-je, connaissance de ce poste en fait? Parce que moi, je ne connais pas beaucoup les postes de privé, surtout de boîte pharma. Je connais un peu les commerciaux parce que ce qu'on reçoit un peu dans le laboratoire. Et comment vous avez effectivement eu connaissance de ce poste? J'ai eu connaissance de ce poste, comme j'expliquais, par une collègue qui était aussi docteur dans le même labo que moi et qui, elle, savait pertinemment qu'elle ne voulait plus continuer dans l'académique et donc elle avait fait cette enquête détaillée de tout le champ des possibles quand on a une thèse en France, parce qu'elle ne voulait pas aussi aller à l'étranger, sur les postes qui s'ouvraient à nous et c'est comme ça qu'elle était tombée sur le poste de MSL. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Et la deuxième question, et pour répondre à la première, comment j'ai dépassé ces a priori sur le fait de se former, de devenir ARC alors qu'on a fait 11 ans d'études, en fait, j'ai envie de dire, ce qui prime, c'est votre objectif. Et puis, quand on a postulé à une 50aine d'offres et qu'on reçoit des refus sans explication et que même quand on cherche à avoir des conseils, on ne les a pas, on voit que finalement, notre profil juste de thésard, de docteur en sciences ne suffit pas. Donc, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Donc, il faut absolument avoir une formation complémentaire pour se donner, finalement, se maximiser les chances de décrocher un poste. Exactement, donc je reviens sur, ça m'amène à l'autre question. Du coup, les compétences pour faire ce poste, c'est absolument recherche clinique, mais que dire recherche clinique, c'est ARC, mais aussi recherche une expérience dans l'industrie pharma. Sinon, c'est mon parcours, c'est mon expérience. J'ai beaucoup de collègues aujourd'hui en interne qui ont commencé comme moi MSL dans le même laboratoire sans jamais être passés par la case ARC. D'accord. Ils ont eu la chance, en sortant de leur thèse, de directement pouvoir décrocher un poste de MSL. Donc, ce n'est pas impossible, ça existe. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça existe. C'est possible. Donc, c'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Mais j'imagine que ça apporte quand même quelque chose d'avoir une expérience en tant qu'ARC, en fait. Bien sûr. Il y a toute la partie recherche clinique qui peut manquer, en fait, et ça peut être que bénéfique d'avoir cette expérience en plus. Absolument, absolument. Parce que comme je l'expliquais, quand on est MSL, on soutient tout le développement clinique des produits des molécules dont on a la charge. Et donc, si on ne sait pas faire la différence entre une phase 3, une phase 1 et une phase 4, on doit recommencer à se former sur ces principes-là. Et puis, ce n'est pas des choses sur lesquelles on est formé en interne. On est formé sur les molécules dont on a la charge, toutes les molécules du pipeline sur lesquelles on va être amené à travailler, sur les pathologies sur lesquelles la molécule est développée, mais pas sur la recherche clinique. Non, effectivement, donc c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. D'accord. Merci Nedra pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent allumer la caméra? Sinon, je réponds à une question du chat. Je vois Mariam et je vois Marion. Bienvenue à vous deux les filles. Mariam ou Marion, allez-y, on vous écoute. Je peux commencer si ça ne vous dérange pas du coup. Oui, bien sûr. Mariam. Alors, bonjour les filles. Moi, je remercie Karima déjà et Assia aussi, je te remercie. C'était une très belle présentation. J'ai énormément appris. Merci. Et si je pouvais avoir la détermination que Karima est là, je dirais… franchement, je trouve que tu es très déterminée. C'est une bonne chose. Par contre, moi, j'avais une question concernant les possibilités d'évolution, en fait. J'ai vu que tu étais MSL. Aujourd'hui, tu gères une équipe de 10 personnes. En termes d'évolution de perspective de carrière, où est-ce que tu en es où est-ce que tu te vois dans quelques années j'imagine que tu as déjà réfléchi à la question. Alors, moi, j'ai fait le choix de passer manager parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'aime transmettre, j'aime partager, j'aime accompagner, coacher les gens pour les faire grandir. C'est pas… Oui ? Non, j'écoute. C'est pas la seule possibilité. Il y a des postes de medical advisor ou chef de projet médical en interne qui sont ouverts aussi à des docteurs. Et moi, j'ai fait cette expérience-là sous forme de mission, de façon transitoire pendant 6 mois. Et en fait, j'avais le choix. J'ai eu l'opportunité de postuler à ces postes-là. Je n'ai pas voulu. Mais l'évolution, c'est de passer donc, dans une équipe dans les affaires médicales. Il y a des MSL qui sont sur le terrain. Au siège, tu as des medical advisors ou chefs de projet médicaux ou médecins chefs de projet en fonction qu'ils soient PhD ou médecins. Tu as aussi au-dessus des directeurs d'aires thérapeutiques. Donc, moi, je travaille aujourd'hui dans les cancers digestifs et urologiques
tout ça est chapeauté par une directrice de l'aire thérapeutique en question. Donc voilà, il y a la possibilité de monter les échelons en passant soit après être MSL, tu peux passer au siège pour devenir medical advisor, et après directeur de l'aire thérapeutique, et au-dessus de la directrice de l'aire thérapeutique, tu as la directrice médicale France, et puis après, voilà, et puis c'est si on reste dans le médical, dans les affaires médicales. Il y a la possibilité aussi de passer dans les ventes. On peut tout à fait être délégué pour aussi découvrir le versant commercial. On peut passer chef de zone, donc ce sont les managers des équipes commerciales, directeur de franchise, on peut faire du marketing. Enfin, une fois qu'on rentre dans l'industrie pharmaceutique, j'ai envie de dire que le plus naturel quand on est PhD, c'est de passer dans les affaires médicales ou dans la recherche clinique, parce qu'on peut aussi avoir l'ambition, si on est plutôt introverti, qu'on n'est pas à l'aise dans le relationnel, parce que c'est quand même un métier de relationnel, on va voir les médecins tous les jours, on doit être force de conviction, on peut aussi décider d'être dans la recherche clinique à un poste où on est au siège, pas forcément ARC, parce que ARC aussi, il y a des interactions sur le terrain, on peut passer chef de projet clinique, on peut faire du Real World Evidence, être Real World Evidence Manager, être ESR Manager, ce sont des personnes qui gèrent toutes les études que proposent les médecins, pas des études dont le labo est sponsor, mais des études qui sont proposées par les médecins, qui sont acceptées finalement par le laboratoire. Il faut un suivi de toutes ces études-là. Ça aussi, c'est des postes qui existent dans l'industrie pharmaceutique. Il y a beaucoup de postes qui existent. Donc voilà, pour répondre à ta question sur l'évolution, c'est celle que je t'ai décrite. Merci beaucoup, Mariam, pour la question. Karima, comme on n'a pas beaucoup de temps et il y a pas mal de questions, je vais passer vite à Marion. Si vous pouvez faire une question courte, aller droit au but, comme ça chacun pourra poser. Allez Marion. Ça marche. Bonjour Karima. Bonjour. Moi je voulais savoir si tu pensais que le fait que ton doctorat soit en oncologie, ça a été un vrai plus. Moi j'ai un doctorat de chimie organique, je suis ARC depuis 5 ans, j'arrive pas à avoir de touche en tant que MSL. Je me dis, est-ce que ça peut être lié à la chimie organique? Ça fait peur, ça fait vraiment très fondamental, ou est-ce que c'est autre chose? Alors ça aide quand on est, moi effectivement je voulais absolument rester dans l'oncologie. Donc, effectivement, quand on a fait une thèse en onco, c'est un vrai plus. Après, toi, si tu as fait une thèse de chimie, mais que tu me dis que ça fait 5 ans que ça fait 5 ans que tu es dans la recherche clinique, tu as forcément travaillé sur des essais cliniques, donc sur des pathologies données. Donc, tu as acquis cette expérience et cette connaissance de ces pathologies-là, et c'est ça que tu dois mettre en avant et en exergue dans ton CV et dans tes entretiens. Super. Merci beaucoup, Marion. On passe à la question de Chama. Chama? Oui, bonjour Karima, bonjour Assia, bonjour tout le monde, salut. En fait, moi rapidement, mon parcours, donc moi je suis PhD, j'ai fait des post-docs et je suis dans cette phase de transition où je veux faire MSL aussi, j'ai fait le DU MSL et là je suis dans le stade où je cherche un stage étant donné que j'ai la possibilité de le faire avec la convention du DU. Sauf que je ne trouve pas du tout de stage, je ne trouve pas du tout de poste de MSL. C'est très beau tout ce que Karima elle a fait avec tous les sacrifices qu'elle a dû faire. Moi en tout cas pour moi c'est juste un témoignage pour les autres pour dire aussi que c'est difficile cette transition. Et la question, comment est-ce qu'on pourrait faire du coup pour trouver des stages? Parce que moi je suis en train de répondre à des annonces sur le LEM ou des annonces que je vois sur LinkedIn, mais ça n'apporte rien du tout. En l'occurrence, toi, par exemple, comment tu avais fait pour ton stage ou est-ce que tu auras des conseils à nous donner pour trouver les stages? Et je précise aussi que par rapport à mon expérience à Valérie Charlon, j'ai essayé de faire les mêmes étapes que Karima et pour le moment, ce n'est pas encore fructueux. Je crois que je dois être aussi persévérante. Il faut persévérer. Oui. Il faut persévérer. Il n'y a pas que Valérie Charlon, il y a plein de chasseurs de tête. Il suffit de taper, il faut beaucoup chercher sur Internet. Les postes de MSL, voir qui sont les référents au niveau recrutement. Et puis, il faut toujours essayer de valoriser les compétences ce qu'on appelle les soft skills. Au-delà de nos compétences et connaissances scientifiques, on a aussi des appétences et des compétences, par exemple, sur la communication. On communique super bien, on est éloquent. Voilà. Il faut vraiment essayer de se valoriser au maximum. Il faut essayer de mettre en avant tout ce qu'on peut mettre en avant et pas casser la tête aux recruteurs avec le sujet de notre thèse, ils s'en foutent sur quelle molécule on a travaillé, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise dans sa communication, d'être adaptable, d'être flexible, de bien montrer qu'on connaît le métier de MSL, qu'on sait ce que c'est, qu'on sait faire la différence entre un job de MSL et un job de commercial. Il faut vraiment être à l'aise sur ça, même si on n'a jamais mis nos pieds dans l'industrie pharmaceutique. Il faut vraiment maîtriser, en tout cas, la job description d'un MSL. Et je vous invite tous à regarder les DDP du LEM.
c'est tout ce qui régit finalement l'interaction entre les MSL, tout ce qui régit le métier de MSL et les professionnels de santé. Donc, vous tapez DDP MSL et vous allez voir et comprendre finalement ce qu'un MSL peut faire au quotidien. Donc, il faut vraiment montrer que même si vous n'avez jamais occupé ce type de poste, vous connaissez très bien le poste, quelles sont les limites de ce poste-là, ce qui est permis et pas permis de faire par un MSL, et ce qui le différencie d'un commercial, et il faut persévérer. Il faut persévérer. Toi, Chama, tu as fait une thèse sur quel sujet? Moi, c'était une thèse en neurosciences sur la connectivité cérébro-cérébelleuse. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de labos qui développent des molécules sur toutes les maladies neurodégénératives. Oui. Et c'est ces labos-là qu'il faut cibler. Si, comme Marion tout à l'heure, vous n'avez pas une thèse de sciences, de bio sur un sujet médical ou scientifique, mais plutôt sur de la chimie ou de la physique, et que par ailleurs vous avez acquis une autre expérience, comme Marion, il faut mettre le focus dans votre CV, et c'est très important de savoir aussi bien illustrer son CV et bien faire ressortir ce qui est important, qu'elle fasse ressortir, Marion, si elle a travaillé, je dis n'importe quoi, sur Parkinson, qu'elle le fasse bien ressortir, si elle travaille en onco, qu'elle le fasse bien ressortir, si elle a travaillé sur des maladies métaboliques ou cardiovasculaires, il faut bien le faire ressortir, et faire ressortir aussi qu'on a une très bonne connaissance du métier, peut-être dans la lettre de motivation, c'est sûr, mais aussi dans le mail que vous envoyez. Quand vous envoyez un mail pour postuler, il faut une accroche. Il faut dire que vous connaissez très bien le métier de MSL. Ce n'est pas la peine d'expliquer comment, ça vous l'expliquerez lors de l'entretien. Que vous êtes un expert de tel et tel domaine, telle et telle pathologie. Et il faut relancer. Ce n'est pas parce que vous avez le mail automatique, après avoir soumis votre candidature, qu'il faut lâcher. Moi, je me souviens que je faisais des relances, pas toutes les semaines pour pas trop harceler les gens, mais tous les 10 jours, en fait. Avec accusé de réception, accusé de lecture pour voir si on lisait au moins mes mails ou pas. Et puis après 2-3 relances, au bout de 3 semaines, un mois, je prenais mon téléphone et j'appelais les gens. Oui. Merci Karima. Merci Chama. Je sais que Karima, il te reste 1 minute. Donc... je peux déborder un tout petit peu, mais... Ah, génial. Alors juste parce qu'il y a 2 questions, je ne veux pas frustrer, mais je pense qu'on y a répondu un tout petit peu. Les gens te demandent par rapport aux formations, aux DU recommandés. Est-ce que tu as des retours là-dessus? Est-ce que tu as des choses à recommander là-dessus? Il y a le DU de MSL que Chama vient de faire un témoignage. Elle a fait donc là, il y a des DU, il y a des formations dédiées au métier de MSL qui existent. Donc, si vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire, foncez. Et du coup, ça peut effectivement, si je réponds à la question d'Anaïs, ça peut peut-être permettre de s'affranchir de la formation ARC. Je n'ai pas le détail de ces DU-là, mais je pense que du coup, forcément, tous les aspects de recherche clinique sont et puis, c'est spécifique pour les MSL. Mais après, il y a cette question de stage aussi. Comment faire pour décrocher le premier stage dans les affaires médicales? Est-ce qu'il y a des stages, justement, dans les affaires médicales? C'est peut-être moins… Oui, ici, ça existe. Je lis les questions en même temps. Oui. Il y a des offres de stage. S'il n'y a pas d'offre de stage, il faut absolument… Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais fait. C'est d'aller approcher les gens via LinkedIn en leur disant, voilà, je m'intéresse à ce métier-là, je vois que vous l'occupez ou que vous êtes en tout cas dans l'industrie pharma. Est-ce que vous auriez du temps à m'accorder pour répondre à quelques questions? Je sais que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et les gens, c'est vrai qu'ils sont très occupés. Moi, la première, j'ai beaucoup de sollicitations de ce type-là. J'essaie d'y répondre. Ce n'est pas toujours évident parce que j'en ai plein. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les personnes qui m'avaient sollicité récemment, je leur avais dit de suivre ce webinaire pour répondre à leurs questions. Il ne faut pas lâcher, c'est parce que les gens ne vous répondent pas. Vous avez l'opportunité de contacter plein de monde. Vous finirez bien par tomber sur quelqu'un qui vous répondra. Très bien. Donc, mettre l'accent sur le réseau. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début. C'est clé, le réseau. LinkedIn, c'est une super plateforme professionnelle où on peut contacter n'importe qui finalement. Absolument. Des directeurs médicaux, des managers de MSL comme toi, qui n'ont pas trop le temps, mais c'est pour ça aussi qu'il faut se faire démarquer. C'est pour ça que tu disais qu'il faut y aller parfois au culot. C'est pour ça qu'il faut assister et persévérer. Et on se fait remarquer, puis communiquer aussi. Je pense que ça peut être aussi un moyen de créer des posts parfois, de montrer qu'on est visible, de montrer qu'on sait bien communiquer. Je reviens aux soft skills dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, donc, voilà. Sur le diabète, oui, il y a plein de laboratoires qui font ce qu'on appelle du primary care et des produits qui développent des molécules sur les pathologies cardiovasculaires. AstraZeneca en fait partie, mais on n'est pas les seuls. Et oui, il y a des MSL en fait dans toutes les aires thérapeutiques, pas qu'en oncologie. Il y en a en ophtalmologie, il y en a en cardiovasculaire, il y en a en métabolique, il y en a en neuro. Il y en a en respiratoire, tout ce qui est asthme, sévère, etc. Donc, il y en a vraiment dans toutes les pathologies. Il y en a dans les maladies orphelines, les maladies rares. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça prend du temps, mais il faut s'octroyer ce temps de recherche approfondi, laboratoire pharmaceutique plus diabète. Il faut faire beaucoup de recherches
Ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Après, si on finit par une touche positive, c'est qu'on a de plus en plus de PhD, de profils comme nous, finalement, qui décrochent des postes de MSL. Je pense qu'aujourd'hui… Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, c'était des postes, ça s'appelait d'ailleurs médecins régionaux, c'était dédié aux médecins uniquement, puisque finalement, dans le métier, on communique avec des médecins. Mais le temps a démontré que les pharmaciens sont tout à fait capables de faire bien le job. Les PhD qui ont une super formation scientifique, après tout, on est là pour prôner la science de notre médicament, du médicament qu'on a entre les mains, puisqu'on intervient dans tout le développement préclinique et clinique du produit. Donc, oui, les pharmaciens sont tout à fait possibles et il y en a plein qui sont MSL. Les PhD, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vraiment effectivement un générateur d'espoir. Oui, il y a plein de PhD. Moi, dans mon équipe, j'ai plus de la moitié qui sont PhD. Donc, oui. Super, Karima. Et je finis par ce super message de Alexandra Marziou qui me dit « On n'est tellement pas au courant de toutes ces possibilités. C'est encourageant en tout cas. Et merci beaucoup pour cette découverte. » Donc, je finis par ce message PEPS. Merci, Alexandra. Et par te remercier, toi, Karima, parce que ça a été génial, quoi. Avec grand plaisir. Si j'ai pu éclairer un petit peu la lanterne des uns et des autres, tant mieux. C'est tout ce que je voulais. J'essaierai, si j'ai des sollicitations individuelles, de vous répondre comme je peux. J'ai des journées bien chargées, j'ai 2 enfants, donc ce n'est pas toujours évident. Donc, désolée pour celles et ceux à qui je n'ai pas pu répondre. En tout cas, gardez espoir, osez et ne quittez jamais de vue votre objectif. On va finir par cette touche merveilleuse. Merci beaucoup, Karima, encore. Merci à tous les participants, vraiment d'avoir joué le jeu, d'avoir posé vos questions. Je pense qu'il est 14h03 et Karima, elle dit « Mon Dieu, il faut que je file, j'ai une réunion. » Merci à toi, Karima. N'hésite pas à couper. Avec plaisir. Tu dois partir. Donc, vous avez l'adresse mail. Donc, je crois que c'est Delphine qui vous met donc l'adresse mail de Résalliance. N'hésitez pas, à mettre vos commentaires, à nous dire comment vous avez trouvé, si vous avez des suggestions pour améliorer pour une prochaine éventuellement. Nos prochains invités, nos 2 prochains invités seront animés par Delphine. Je laisse mon tour pour cette fois, Delphine. Et puis voilà, donc merci à vous tous, vraiment, ça a été génial. Merci d'avoir joué le jeu et je vous dis à très très bientôt. Alors j'annonce peut-être le prochain invité, si vous êtes OK, allez, en live. Donc, c'est Delphine qui va animer. Et donc, le prochain invité est docteur en biologie, s'appelle Anaïs. Et donc, elle fait 2 métiers en parallèle. Elle est à la fois mi-temps chargée de développement au sein d'une association qui lutte contre le décrochage scolaire. Et aussi, elle est chargée de développement à son propre compte en partenariat avec un laboratoire de recherche et développement. Donc, vous voyez, ça va être, j'en suis sûre, encore une présentation riche avec une personne qui fait aussi beaucoup de choses. Voilà, donc vous allez vous régaler aussi la prochaine fois. J'espère vraiment que vous avez apprécié donc, cette interview avec Karima, que vous avez découvert le métier d'MSL, que vous en savez plus et puis que vous êtes rechargé à fond pour repartir dans vos recherches. Donc, toujours persévérant, je pense que c'est le mot-clé. Avec du coup de la persévérance, on y arrive toujours. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. De grâce, c'est vraiment super ce que vous faites, Delphine Assière. Merci beaucoup pour vos encouragements, vos soutiens. Je pense que Delphine, tu peux peut-être allumer le micro, toi aussi, si tu veux dire 2 mots, mettre ta caméra. Merci beaucoup de grâce, génial. Gros bisous les filles. Delphine, comment t'as trouvé? C'était cool. Tout le monde. Vous m'entendez? Ouais. Je me suis régalée. Moi, je connaissais pas du tout MSL. J'ai découvert l'acronyme quand tu as annoncé l'invité Karima. Je soupçonnais pas tout ça. Vraiment génial. Bon, moi, ça me paraît loin. Je me suis éloignée de la bio, mais un régal et super de voir toutes les personnes qui visent ce métier et Karima qui a un peu donné ou carrément donné ses clés d'ailleurs. Donc, merci à elle. Et ouais, on va varier les profils pour la suite. J'espère que les autres sessions vont vous plaire tout autant. Super. Alors, Denis Billot qui me dit merci, bravo, le format et la réalisation sont excellents. On ne peut pas espérer mieux. C'est vraiment une chouette initiative pour encourager les docteurs carrément vers des carrières diverses, riches et ouvertes. C'est tout Résalliance. N'hésitez pas à nous faire vos retours en freestyle sur le mail resalliancephd@gmail.com. Voilà, des questions, des remarques quand ça vous prend, si vous voulez, ou nous faire coucou, on aime bien. Voilà, ou comme d'habitude en commentaire sur LinkedIn et sur YouTube. Sachant que parmi les participants, il y a aussi des gens qui sont en poste. Donc, je fais un petit appel aussi pour des potentiels invités qui seraient intéressés pour venir participer. Vous êtes les bienvenus. Comme vous voyez, il y a une ambiance plutôt décontractée. Vous êtes chez vous allumez la caméra, le micro, c'est plutôt pas mal. On est bien à Résalliance, Delphine.
On est bien, on se croirait chez nous. Génial. Ben, on a encore envie de continuer, mais je pense qu'il est temps que chacun puisse partir à ses occupations. Merci encore d'avoir répondu présent aujourd'hui. Et la prochaine avec Delphine. Delphine, c'est le 8 mars la prochaine. Le 9, mardi 9. Le 9 mars avec Anaïs. De toute façon, suivez nos posts sur LinkedIn. C'est très important. On communique pas mal, moi et Delphine et moi. Donc, vous aurez toutes les informations au fur et à mesure. Likez, suivez, partagez, parlez autour de vous de Résilience. Et vous avez le replay aussi sur YouTube qui va arriver, je pense, dans les prochains jours. Je prépare ça ce week-end, les enfants. Un peu de patience. Un peu de patience quand même. Merci beaucoup. Merci à tous. Je fais de gros bisous. Merci d'avoir participé. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Bye. Merci, au revoir. Bisous. Ciao.